Chaque jour en Belgique, des associations travaillent d'arrache-pied pour venir en aide et soutenir les personnes les plus démunies. Elles déplacent des montagnes pour contribuer au bien commun et développer une société plus solidaire. Chez Toolbox ASBL, nous collaborons au quotidien avec ces acteurs du changement. Toolbox, c'est une communauté d'experts bénévoles qui accompagnent les organisations sociales dans leurs défis internes. Ensemble, ils libèrent tout leur potentiel pour un plus grand impact. Nous voudrions donner une voix à ces projets sociétaux, à ces hommes et à ces femmes qui se sont donné l'autre comme mission, pour inspirer chacun d'entre nous à s'ouvrir et à agir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Tanguy Neve. Tanguy est fondateur et directeur de l'ASBL Sport2Be. Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, et pour commencer, l'idée c'est que tu puisses te présenter toi et surtout présenter ton magnifique projet Sport2Be, sa genèse et votre mission ou votre raison d'être. Me présenter, donc j'ai 55 ans, heureux papa de 3 enfants. J'ai une carrière en entreprise classique jusqu'à mes 50 ans et j'avais notamment comme hobby de récolter des fonds pour diverses associations depuis une trentaine d'années, que ce soit SOS Village de l'Enfant, que ce soit FACE qui s'occupe d'orphelinats au Caire ou que ce soit la Kids Foundation pour les maladies orphelines. Et donc, petit à petit, venue l'idée de devenir ce que j'appellerais un entrepreneur social. Et l'idée s'est faite au gré des rencontres que j'ai eu l'occasion de faire au cours de toutes ces années. Notamment une qui a été importante avec Marc Wilmots, qui était à l'époque sélectionneur des Diables Rouges et qui m'a fait réaliser le grand saut, quitter une carrière classique et me lancer dans l'entrepreneuriat social. Au départ, avec lui et avec Marlène de Wouters, nous avons créé MW Fund, donc les initiales de Marc Wilmots et de Marlène de Wouters, qui avait comme objectif de faciliter l'accès au sport aux enfants défavorisés, puisqu'ils avaient tous les deux un passé notoire de sportifs. Et par rapport à ça, nous avons donc l'idée était de se positionner un petit peu comme une fondation. On collectait des fonds, on les redistribuait via un jury qu'on avait composé au sein de la Fondation Roi Baudouin. C'était un chouette modèle. Mais très vite, on a des partenaires qui nous ont fait la remarque selon laquelle pourquoi ils nous soutiendraient, pourquoi ils nous financeraient pour que nous-mêmes redistribuions l'argent qu'on avait collecté auprès d'eux ou à travers des événements ou autres organisations qu'on aurait pu mettre en place. Et ça, c'est une réflexion qu'il fallait prendre en considération, évidemment. Il y en a une qui était plus personnelle, qui consistait à me dire que je trouvais que nous ne nous inscrivions pas tellement dans la durée, qu'on n'était pas tellement impactant et que si on prend le bulletin scolaire, c'est un peu la mention bien mais peut mieux faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la rencontre providentielle avec Sport dans la ville en France. Et notamment avec son directeur général depuis 20 ans et le fondateur, il y a 22 ans, de Sport dans la ville, Philippe Audoux. Et on a eu des échanges avec lui et son collègue Quentin Moreno, des échanges très très riches et ma réflexion s'est arrêtée là en disant évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et on a vraiment pris le train et dupliquer le modèle très inspirant de Sport dans la ville. Donc, je peux dire que le modèle est assez génial parce que ce n'est pas moi qui l'ai initié. Je ne fais que dupliquer à la sauce belgo-belge le projet de Sport dans la ville en France, mais c'est déjà un sacré défi parce qu'un territoire n'est pas l'autre. Par rapport au fait de dupliquer un modèle, c'est qu'on a l'expérience de 22 ans de Sport dans la ville. Sport dans la ville, c'est 7500 jeunes sur presque 50 terrains répartis à Lyon, Grenoble, Paris-Île-de-France. Ils sont à Lille, Roubaix. Maintenant, ils ont commencé à Marseille. Ils sont même partenaires des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est pour dire que c'est une institution en France. Et ça nous permet d'avoir une expérience et un know-how qui nous permet de mettre des bottes de 7 lieues
pour avancer plus vite dans notre développement et dans notre croissance. L'idée n'est pas d'aller vite, l'idée est de pouvoir aider un maximum de jeunes. Et donc, par rapport à ça, le fait d'avoir une locomotive devant nous et d'avoir une personne référente et de totale confiance et très impliquée malgré les objectifs ambitieux que Sport dans la ville doit gérer en France, c'est très très important pour Sport2Be. Et donc, Sport2Be n'a pas pour objectif de réinventer la roue, mais de dupliquer un modèle qui fonctionne. Alors, Sport2Be, c'est quoi? Sport2Be, c'est faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté par le sport. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un premier objectif intermédiaire qui consiste à attirer les jeunes sur un terrain de sport, dans les quartiers de logements sociaux, dans des quartiers plus difficiles. Initialement, nous sommes en région bruxelloise, mais la volonté de la SBL est de s'étendre en Wallonie et en Flandre. On a d'ailleurs déjà une petite appendice en Flandre, à Tongres. L'idée est de privilégier un contact avec les jeunes à travers les terrains de sport. Alors d'abord, pour leur santé physique, leur santé mentale, leur santé sociale, c'est déjà important de se retrouver sur le terrain de sport, pour leur confiance en eux, pour leur inculquer d'une certaine façon des valeurs inhérentes au sport qui pourront leur servir dans leur développement professionnel. Pour tout ça, le sport est un magnifique vecteur pour aller vers eux. Mais le plus important, c'est de nouer le lien de confiance avec eux, parce que vient ensuite l'objectif final en fait de Sport2Be qui consiste à les encadrer jusqu'à leur première expérience professionnelle, tant au niveau de la découverte que de l'orientation, que de l'accompagnement à proprement parler. Et donc, c'est ce suivi individualisé avec chaque jeune qui, sur base volontaire, va vouloir rejoindre Job2Be, donc le volet insertion professionnelle de la SBL Sport2Be. C'est là que le projet prend toute sa dimension. Alors maintenant, tous les jeunes qui sont sur les terrains de sport ne rentrent pas nécessairement dans la filière Job2Be, mais derrière ça, c'est clairement la volonté d'aider un maximum de jeunes à s'épanouir professionnellement. Super, merci Tanguy, magnifique projet. Et justement, aujourd'hui, vous accompagnez combien de jeunes et quelle est votre ambition? Quels sont vos enjeux? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors aujourd'hui, sur les terrains de sport, donc on a ouvert notre premier terrain de sport au Peterbos à Anderlecht il y a 2 ans, et au niveau des jeunes qui sont présents sur les terrains chaque semaine, tous les samedis matins et les mercredis après-midi dans certains cas, on est plus de 400 jeunes. On est dans un delta un petit peu difficile à définir entre 400 et 500 jeunes. Je dis qui est difficile à définir dans la mesure où la crise sanitaire nous a joué quelques vilains tours. Et donc, effectivement, il y a des jeunes qui reviennent par à-coup, qui ne viennent plus pendant un certain temps. L'objectif est clairement d'arriver le plus vite possible à 1 millier de jeunes sur le terrain de sport. C'est pas un chiffre pour un chiffre, mais c'est aussi parce que quand on représente un certain nombre, les pouvoirs publics se sentent plus contraints de nous écouter. Et en fait, le fait de pouvoir être un interlocuteur valable est important pour pouvoir continuer à développer le projet. Et ça fait partie des enjeux. Avant de parler des enjeux, je voudrais encore dire que Job2Be, nous avons initié, je vais dire timidement, mais plus que timidement, c'est dans une phase test. Depuis le mois de janvier, nous avons initié quelques ateliers sondages pour un petit peu voir quelles sont les attentes et les besoins des jeunes pour être sûr de répondre à leurs aspirations et de ne pas être à côté de la plaque avec tout un arsenal de projets, d'initiatives qui ne conviendraient pas. Et donc, on a pris la température pendant le premier semestre 2021, ce qui nous permet d'entamer une première rentrée officielle de Job2Be en septembre 2021, avec l'assurance qu'il y aura déjà au moins une 50aine de jeunes qui participeront aux diverses initiatives et ateliers que nous allons organiser pendant toute l'année, toute la saison, je vais dire 2021-2022. Quant
aux enjeux, ben effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait le ratio le plus important de jeunes que l'on rencontre sur les terrains de sport qui participent aux activités pour le développement professionnel. Mais là où les activités sportives s'adressent aux jeunes de 6 à 20 ans, on va dire, le développement professionnel, ben, c'est plutôt à partir de 15-16 ans jusqu'à 25 ans, même si on ne fermera jamais la porte à quelqu'un qui ne serait pas dans cette tranche d'âge-là pour pouvoir l'aider à se développer professionnellement. Mais donc, ici, on se trouve confronté à deux enjeux majeurs que j'ai identifiés. L'un, c'est l'implication des pouvoirs publics, et notamment d'un point de vue financier, parce qu'on fait clairement, on mène un projet d'utilité publique, et donc il faut à un moment que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités pour assurer le day-to-day, la gestion courante du projet. Et en fait, le privé a eu le secteur privé, que ce soit des fondations familiales ou que ce soit le corporate, ont eu un rôle majeur pour amorcer le mouvement, pour que qu'on puisse faire nos preuves, que c'est un modèle qui fonctionne. Et donc, c'est très très important que maintenant que le mouvement est lancé, le pouvoir public prenne le relais. Et donc l'idée, c'est d'équilibrer au niveau du fundraising, d'équilibrer un petit peu les ressources financières émanant du privé autant que du public, sachant que nous avons commencé avec 90% d'apports privés par rapport aux apports publics. Il faut savoir que, comme toutes nos activités, tous nos projets, tous nos ateliers sont entièrement gratuits pour des jeunes qui sont la plupart du temps en difficulté. Ben nous, on vit un petit peu de la charité privée et publique. Donc, ça, c'est un des enjeux aussi, mais que nous n'allons pas attaquer directement parce que ça demande de gros moyens et de grosses réflexions, à savoir pouvoir générer en interne nos propres ressources, mais ce ne sera jamais de toute façon de quoi faire avancer le projet de manière globale. Et en fait, le privé, lui, doit évidemment rester dans la course et continuer à nous soutenir de manière indéfectible et inconditionnelle comme le privé l'a fait jusque maintenant, dans la mesure où c'est le privé qui va nous permettre d'assurer le développement, d'assurer la croissance du projet. Aujourd'hui, on parle d'un peu moins de 500 jeunes. Je parlais tout à l'heure de l'objectif de 1000 jeunes, mais là, on parle presque qu'en région bruxelloise avant de s'attaquer aux 2 autres régions du pays. Et donc, pour aller à l'assaut, je vais dire, à l'abordage des 2 autres régions, il va falloir qu'on puisse continuer à bénéficier du soutien du secteur privé. Et particulièrement dans le développement de Job2Be, parce que sur les terrains de sport, ce sont plusieurs coachs, 2-3 coachs selon les terrains, selon la discipline pratiquée. Ce sont 2-3 coachs qui encadrent des groupes de 12 à 20 jeunes. Le coût dans Job2Be est beaucoup plus important dans la mesure où c'est un suivi individualisé. C'est un coach qui s'occupe d'un jeune. Et donc, les coûts sont beaucoup plus élevés au niveau de Job2Be. C'est pour ça que le secteur privé doit absolument rester à bord du projet, mais a déjà rempli sa première mission de montrer que c'est un projet qui fonctionne et que désormais les pouvoirs publics doivent prendre à leur tour leurs responsabilités. Il y a un autre gros enjeu qui n'était pas prévu au départ, mais la crise sanitaire joue des vilains tours, et à partir du moment où on est dans un secteur qui prend toute sa dimension dans le rapport humain direct, je vous concède volontiers, Cécile, Catherine, que il y a cette difficulté à avoir le rapport physique, ces contraintes légales qui empêchent d'avoir des rapports physiques, qui ne facilitent pas le maintien de la motivation tant des jeunes que des équipes d'encadrement. Les jeunes, quand je dis ils sont très motivés, mais ils sont parfois limités par des parents qui ne veulent pas prendre de risques, etc. Donc, ils ne se présenteront éventuellement pas sur le terrain, bien malgré eux. Et donc, quand je parle de motivation, c'est plus d'assiduité
qui n'est pas toujours au rendez-vous parce que la crise sanitaire est venue dresser des obstacles, mais surtout la motivation des équipes qui les encadrent, parce que ce sont des personnes très motivées, très enthousiastes, qui trouvent du sens dans ce qu'elles font. Mais c'est sûr que en interne, multiplier les réunions en Zoom, ben, je vous fais pas de dessin, vous le faites aussi, mais à partir du moment où on est dans un secteur où le rapport humain est essentiel, primordial et est à la base de tout, mais ce virtuel est un obstacle important. Et donc, Tanguy, comment, malgré ces contraintes que j'imagine pénibles, vous réussissez ou vous avez réussi quand même à garder un minimum de connexion humaine qui est quand même à la base de votre projet? En fait, on a vraiment essayé d'exploiter au maximum ce que les contraintes légales nous permettaient d'exploiter. On est toujours resté dans le prescrit légal, évidemment. On a eu un petit peu plus de facilité pour les moins de 12 ans, donc on n'a pratiquement pas arrêté les activités, sauf au plus fort du premier confinement, et encore 3 semaines autour de la Toussaint, la fin 2020. Mais sinon, nous avons ouvert nos sessions aux jeunes de moins de 12 ans, parce que là, il y avait un petit peu plus de latitude de la part des autorités gouvernementales et communales. Nous avons essayé de garder le lien. On a des partenaires commerciaux qui sont actifs dans les centres, dans les salles de fitness, etc., qui ont proposé des activités Zoom qu'on pouvait réaliser à domicile pour essayer de garder un petit peu le lien. Et c'était aussi très important, effectivement, que les responsables, les coachs qui travaillent avec les plus âgés aient fait en sorte que on n'oubliait pas du tout leur situation et qu'on était prêt à saisir chaque opportunité pour retourner vers les plus âgés également. Mais donc, la dynamique est restée en place, mais pas de manière complète, puisque nous avions des interdictions légales. Quels sont, depuis le démarrage de ce projet, hein, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus surpris dans ce démarrage? Mais quand tu me poses la question comme ça, j'ai deux choses qui me viennent assez spontanément à l'esprit. Et la première, c'est cette volonté, mais surtout le fait d'avoir réussi à garder le cap, quelles que soient les circonstances. On peut dire qu'on n'a pas été gâté avec, comme tout un chacun, par l'éruption de la crise sanitaire. Et par rapport à ça, on a vraiment fait front, dans la mesure où 6 mois après le début de nos activités et l'ouverture de nos 2 premiers terrains, on a continué à ouvrir de nouveaux espaces sportifs dans une dynamique et dans une croissance qui serait déjà surprenante dans les temps normaux, mais là, dans les conditions défavorables dans lesquelles on était, on a vraiment continué à garder le pied sur l'accélérateur, au point que donc il y a 1 an et demi de nos 2 ans d'activité sur les terrains de sport qui ont été pénalisés par la crise Covid. Et malgré tout, des jeunes sont venus s'inscrire de plus en plus. Nous avons ouvert de plus en plus de terrains. Une grande fierté, 35% de filles. Donc, un jeune sur 3 est une jeune fille, ce qui est un beau pari au moment où on attaque par le volet sportif. Donc ça, c'est une grande fierté et qu'on va certainement continuer à mettre en avant pour encore essayer d'augmenter ce ratio. Et donc, en fait, il y a les conséquences directes de la crise sanitaire, il y a toutes les conséquences indirectes avec certains qui sont plus frileux, un manque de moyens, etc., même s'il y a eu un grand mouvement de solidarité à travers la population, mais néanmoins, il y avait des ressources classiques qui ont disparu. Et donc, néanmoins, on a gardé le cap. Et ça, c'est vraiment une grande source, je ne veux pas dire de fierté, mais une grande source de contentement et surtout, je pense, un gage de développement pour l'avenir. L'autre chose qui me passe par l'esprit, c'est la position des communes par rapport au projet. Quand dans les coulisses de l'ouverture, donc il y a 2 et 3 ans, j'avais les premiers contacts avec les administrations communales, ils étaient plutôt méfiants.
C'est quelque chose de nouveau, ça paraît trop beau pour être vrai. Mais donc, tout ce qu'on leur demandait, c'était de nous mettre des terrains de sport de bonne qualité ou de rénover des terrains de sport dans les quartiers de logements sociaux, au pied des tours, pour pouvoir aller chercher les jeunes dans leur zone. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, dans leur zone de confort, dans la zone dans laquelle ils évoluent tous les jours, parce qu'ils ont peur d'aller dans l'inconnu, de sortir un petit peu de leurs habitudes. Donc c'est très très important d'aller les chercher chez eux. Et par rapport à ça, les communes étaient vraiment réticentes au départ. Et il y en a l'une ou l'autre, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à citer la commune d'Anderlecht, qui est la première à nous avoir fait réellement confiance et qui nous considère aujourd'hui comme un interlocuteur à part entière au sein de la commune pour tout ce qui est la cohésion sociale, le développement et le sport auprès des jeunes. Et donc, la commune d'Anderlecht a été la première à nous faire confiance. Et quand les autres communes ont vu que ça avait vraiment un très grand succès, la tendance s'est petit à petit inversée. Et aujourd'hui, on est assez content de pouvoir, pas dire sélectionner les communes avec lesquelles on travaille, mais de pouvoir émettre certaines conditions indispensables pour que nous ouvrions un espace sportif dans telle ou telle commune, parce qu'il y a maintenant beaucoup de communes qui nous demandent de venir développer nos activités sur leur territoire. Et donc, c'est, je pense aussi, une preuve que nous répondons à des besoins et des attentes, mais surtout, nous, ça permet, et c'est ça le plus important à travers tout, surtout nous, ça nous permet de rencontrer de plus en plus de jeunes, de plus en plus venant de plus en plus d'horizons géographiques différents. Et comme je le disais, aujourd'hui, on est plus concentré sur la région Bruxelles-Capitale, mais l'idée est de tout à fait se développer dans les 2 autres régions du pays. Et donc, ça, c'est l'essentiel, c'est pouvoir rencontrer et puis accompagner un maximum de jeunes. Super. Un très, très grand merci, Tanguy, pour ton temps et ces échanges. On te souhaite, toi et ton projet, le meilleur pour la suite, évidemment. Et merci encore à toi. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt pour le prochain podcast de Toolbox. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou Spotify et parlez-en autour de vous.